Bonjour à tous et merci une nouvelle fois de nous rejoindre pour cette émission de Art TV. On salue bien sûr au passage Philippe Ferrer et toute l'équipe dont ne vous demande pas d'y croire. N'oubliez pas les petits abonnements et la petite clochette aussi. Donc pour cette chaîne et puis pour la mienne Art TV, qui je vous l'annonce a plus de 1000 abonnés, ça y est. En à peine 2-3 mois de lancement, ça y est, tous les abonnements se font et je vous en remercie vivement. Et d'ailleurs, je vous avais promis que pour cela, eh bien, nous allions faire un atelier gratuit. Je vous l'offre. C'est un atelier dans lequel nous allons parler du syndrome de la page blanche et vous pouvez franchement vous inscrire. Le lien dans le descriptif, ça sera sur Zoom le 12 octobre. Et je vous annonce aussi que là, tout prochainement, dans les jours qui suivent, il y a un autre atelier pour un tout petit prix, celui-là, mais c'est 5 soirées consécutives et nous allons parler de non-dualité. Alors aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et vous allez le voir, on est dans des circonstances un peu particulières aujourd'hui, mais j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Didier Santiago. Bonjour Didier. Bonjour Didier, bonsoir s'il nous regarde en pleine soirée. Oui, ça c'est dans toutes les temporalités, parce que c'est quantique, là, Voilà. partout. Et on te reçoit Merci à toi, dans merci pour un... ton interview. Oui, ben, écoute, je suis vraiment ravie que tu aies dit oui. Alors, c'est un rendez-vous qu'on avait pris il y a déjà longtemps. Puis, entre-temps, ben, il y a des événements qui se sont produits. Et je dis que c'est particulier aujourd'hui parce qu'on fait cette interview finalement dans une chambre d'hôpital où tu te trouves encore. On a... Je peux pas vraiment le cacher, hein. Quand on voit l'arrière-plan, on se rend compte... j'aurais du mal à faire croire que je suis chez moi. Donc non, je suis en éducation, en rééducation cardiaque au centre de Dieu-le-Fils Santé, près de Montélimar, qui est un centre vraiment formidable, voilà, et sur lequel on fait vraiment. J'ai l'impression que je suis en préparation sportive avant les prochains Jeux Olympiques. Je te dis ça parce que c'est vrai. On nous fait faire un sport, un truc de fou. On fait plusieurs heures de sport par jour, pardon, excusez-moi. Et non, c'est vraiment formidable. Je te remercie déjà pour l'invitation. Je salue aussi Philippe Perard qui a pris le temps de m'appeler et il y a d'autres intervenants pendant ma convalescence qui continuent. Je suis là encore pour un bon moment. Donc, je vais mieux. Oui, je vais bien, pas encore. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent savoir, comme ça au moins, je sais que c'est peut-être une question. Mais en tout cas, Sandrine, je te remercie effectivement, comme tu le soulignes si bien. C'était avant mon accident cardiovasculaire que tu m'avais proposé. Et entre-temps, il y a eu cela. Donc, on a maintenu. Hein, puis voilà, ça se passe ici, tout simplement. Voilà, alors on va revenir bien sûr dans l'épreuve que tu traverses et dans ce qu'elle t'amène à réfléchir, mais on va quand même recommencer les choses un peu dans l'ordre au niveau de ton parcours. Tu es ingénieur du son, Didier. Oui, c'est vrai. Ingénieur du son et musicien. Alors, musicien, ça m'a coûté. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit ici, une tendinite chronique, hein, à force d'être percussionniste batteur. Donc, ça a été bizarrement repéré ici. J'avais des douleurs dont je me plaignais, qui n'ont été révélées que maintenant, preuve que mes années m'ont poursuivi. Et bizarrement, j'étais passé de l'autre côté de la console, plutôt que d'être sur scène, d'être ingénieur. Ça intéressait aussi, parce que l'aspect musical, c'est bien, mais quand on fait du spectacle vivant, ne reste que les souvenirs. Donc la captation vidéo et surtout l'enregistrement sonore m'a tout de suite intéressé parce que c'est ce qui reste des représentations qu'on faisait en tant que musicien. Voilà comment, en fait, je suis passé de musicien à ingénieur du son et j'ai toujours, en tout cas, switché entre les deux. Oui, alors tu m'as fait parvenir quelques photos à ton sujet et il y en a une en noir et blanc, je crois que tu aimes tout spécialement. Alors cette photo en noir et blanc où je suis avec mon chien prouve bien qu'à l'époque j'étais plutôt canin que félin, parce qu'à l'époque c'est vrai que le chien issu, en tout cas je suis issu d'une famille d'origine hispanique, hein, Santiago ça s'invente pas, et le fait est que le chien obéit. Le chien on lui dit viens, il vient. Le chien, il dit assis, debout, couché. Il y a ce contrôle quand même. Hein. Donc les gens du Sud aiment bien contrôler les choses, faut le dire. Donc il y a pas de jugement par rapport à ça, mais ça fait partie de l'ethnie des gens du Sud qui ont le sang chaud et qui ont besoin que les choses se passent comme ils ont décidé que ça doit se passer. Et, euh, et donc c'est mon chien Pato qui malheureusement n'est plus de ce monde aujourd'hui. J'étais à Cavalère, je crois, en vacances au moment de cette photo, et c'était mon premier couple. Donc on ne voit pas
ma compagne de l'époque, mais on le voit au sourire, hein, j'étais très heureux, j'étais en pleine santé, je démarrais la vie et j'avais une confiance en tout cas où pour moi les choses allaient se passer dans le plan que je m'étais mis dans la tête. C'est-à-dire que j'avais un plan de vie. Je me disais, je vais avoir une maison, une femme, des enfants. Pour moi, c'était fait, hein. C'était fait. Il y avait des choses, comme on dit, j'aime les plans qui se passent sans accroc. Il disait, je crois, dans l'agence touriste, que c'était la phrase récurrente que disait à chaque fois le chef de bande. Mais Hannibal, voilà, il s'appelait, je crois, Hannibal dans la série. Et en fait, rien ne s'est passé du tout comme prévu. Donc cette photo, pour moi, marque le début d'une matrice dans laquelle je vivais, d'une illusion, d'un plan que j'avais tiré sur la comète et qui n'a pas pris du tout la trajectoire prévue. Mais on voit dans ce sourire, en fait, toute la confiance que j'avais et avec ce chien que j'avais en moi, avec les croyances du moment. Aujourd'hui, tu le sais très bien, je pense que ceux qui me suivent le savent, je suis plutôt félin, même si le félin est plus libre, je préfère cette liberté, donc preuve que, de contrôlant, j'ai accepté aussi à travers le changement de la passion canine, de l'aspect canin à félin, accepter aussi la différence, accepter la patience et accepter que ça ne se passe pas comme tu veux, parce que quand tu appelles un chat, il ne vient que s'il a envie de venir. Et ça, faut l'accepter. Donc, ce sont de superbes enseignants par rapport à ça. Donc, il y a une évolution de ce côté-là. Et je vois la fracture entre les deux manières de penser. Quand on pense canin ou félin, on peut dire qu'on est félin pour l'autre. Hein. La blague habituelle qu'on connaît, tu sais bien. Mais maintenant, je suis fait pour moi-même. Et j'évolue dans ce sens-là. Donc, c'est une magnifique métaphore ce que tu viens de faire là. Oui, j'aime beaucoup l'image. C'est très très joli. Et on peut dire finalement que tu as eu plusieurs vies dans une vie. Et que nos croyances, eh bien, oui, elles évoluent avec le temps. Alors, qu'est-ce qui fait justement qu'à un moment, tu as choisi de passer du monde musical à celui de YouTube, puisque c'est surtout par là que l'on te connaît finalement? Alors, je te dirais, je vais te faire pas la version courte ni la version longue, mais la version intermédiaire, parce que ça vaut son pesant d'or. Il faut savoir que le fait de passer sur YouTube, à chaque fois, j'ai fait des erreurs d'orientation dans ma vie par rapport à où je pensais par curiosité. Hein, c'est pas pour rien que ma chaîne s'appelle Curious Anima. Hein, l'animal curieux, c'est moi dans l'histoire. Il y a un double sens, l'animateur curieux, etc. Mais c'est aussi de voir que ce qui était mystérieux pour moi, j'allais dedans, j'étudiais. Mais je ne savais pas que c'était le mystère qui m'intéressait, vraiment. Je ne savais pas que c'était les mystères de la vie. Quand on est jeune, on cherche une identité, mais on cherche aussi à comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les choses. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que progressivement, il y avait la télévision couleur à la maison, elle tombe en panne. Donc formidable outil, cette boîte à images, hein, il faut pas oublier que l'image est aussi l'anagramme de magie. Donc la télévision a quelque chose d'hypnotique, de magique aussi, qui nous interpelle. Elle nous divertit, mais c'est surtout un arme de détournement massif. C'est comme ça, mais on comprend qu'un peu plus tard. Elle tombe en panne, et à l'époque, un téléviseur coûtait un bras. Le dépanneur vient, ouvre la télévision, je demande à ce monsieur si je peux regarder, il me dit oui. Et là, je découvre carrément une ville en miniature, tu sais, avec les condensateurs, les processeurs et tout. J'avais l'impression d'être un drone en train de visionner du haut une ville, vraiment. Et je me demandais s'il n'y avait pas des petits êtres numériques électriques qui vivaient au niveau, à l'échelle de l'électron. Et là, j'ai commencé à me poser la question sur les effets quantiques, mais je ne savais pas que ça portait ce nom-là, sur finalement les encapsulages des différents mondes fractals qui peuvent exister dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Donc le macrocosme et le microcosme se sont bousculés dans ma tête assez jeune, sans en connaître toute la terminologie. C'était très particulier. Et à partir de là, j'ai dit, je veux savoir comment fonctionne une télévision. Et j'ai fait des études, en tout cas dans l'électronique, pour faire du dépannage électronique. Ça n'a pas été la bonne voie, parce que finalement, je m'apercevais que c'était pas l'électronique elle-même qui m'intéressait. C'était plus comment ça fonctionnait que être en mesure de les réparer. À l'opposé, tu avais le macrocosme, qui est l'infiniment grand, qui était l'astronomie, et pas l'astrologie, ou bien l'astronomie. Je me demandais comment vivre ailleurs que sur Terre.
parce que j'avais envie de cet ailleurs. Et cet ailleurs, en fait, je cherchais à comprendre, je m'intéressais à l'espace, je rêvais de vivre l'aventure qu'ont vécu nos parents avec le premier pas sur la Lune, que ce soit vrai ou pas, là n'est pas le débat. Mais je me disais, je serai la génération des premiers hommes qui iront marcher sur Mars. Là, on ne sera pas sur le premier pas d'un homme sur un astre, mais sur une autre planète, dans un autre monde. J'ai rêvé de ça. Là aussi, tout comme pour l'électronique, je me suis planté d'orientation, c'est-à-dire que je ne rêvais pas de cet ailleurs pour une autre planète, mais d'un ailleurs dans une autre dimension. Quand on s'intéresse au ciel, on veut un ailleurs. Et quand on ne connaît pas les codes de l'ésotérisme, quand on ne sait même pas que la médiumnité que des gens causent avec des défunts ou autres existe, quand ce pan d'une réalité alternative n'existe pas encore à tes yeux, bah, tu t'intéresses à ce qui est physique. Et pour moi, c'était l'astronomie, d'ailleurs, les autres planètes, les exoplanètes, les exobiologistes, qui sont la biologie de planètes ailleurs. Je m'intéressais vraiment à tout ça, alors qu'en réalité, c'était l'invisible, c'était le subtil et la multidimensionnalité qui m'intéressait. Donc, tu vois, j'ai pris deux orientations, une qui est une passion, l'autre l'électronique dont j'ai fait le métier, et j'ai tapé juste à côté de la plaque parce que c'était pas comprendre l'infiniment petit, mais le quantique pour l'électronique, et ce n'était pas d'autres planètes et la vie ailleurs qui m'intéressait, mais la multidimensionnalité de la vie, hein, et pas que l'espace qui m'intéressait. Donc aujourd'hui, avec la maturité que j'ai, je comprends pourquoi j'ai pris ces orientations, et ça te répond partiellement, d'une certaine façon, à la manière dont je suis arrivé progressivement à m'intéresser à toute la partie paranormale, ésotérisme et de l'invisible. C'est ça. Oui, on peut dire que tu es passé du son au sens. Et c'est ça, hein? Très magnifique. Très, très joli, ça. Tu vois, moi aussi, j'aime bien les jeux de mots. Pas mal. Voilà. Et pour toi, quel est le lien que tu fais entre la vibration d'un son et l'aspect spirituel? Alors, tu fais bien de le dire, tout est vibration. On voit bien, par exemple, les tambours chamaniques, comme ça peut te transporter. Quand quelqu'un joue, et pas que les tambours, il y a les sons graves, effectivement. Là-dessus, d'ailleurs, on pourrait en dire beaucoup. Mais si tu regardes les sons graves, quand tu regardes la courbe de Munson and Fletchen, ouais, je crois qu'il s'appelle comme ça, qu'on étudie en ingénierie sonore, c'est la courbe de réponse par rapport à l'oreille. Et on s'aperçoit bien que notre oreille, on est sourd comme des pots à tout ce qui est grave. C'est pour ça d'ailleurs que les tambours chamaniques, qui sont dans les graves, sont énormes, parce que il faut une puissance phénoménale dans le registre du grave pour que notre oreille puisse l'entendre. On est sourd comme des pots à tout ce qui est grave. Parce que dans l'évolution de l'Homo sapiens que nous sommes, on est fait pour entendre les sons d'oiseaux, les cris, le médium aigu. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que les premiers téléphones étaient très médiums, parce que c'est là où on a le plus d'efficience, le plus de précision dans l'écoute. Et tu fais un exemple tout bête. Hein, tu prends un haut-parleur, tu l'étouffes avec un coussin, t'entends boum boum boum, c'est incompréhensible. Par contre, tu coupes les graves et t'entends que les médiums aigus, tu comprends absolument tout. Preuve que, tu vois, on a une grosse difficulté à entendre les graves. Voilà pourquoi les chamans ont d'énormes tambours, parce que on est sourd comme des pots, il faut taper fort pour qu'on entende quelque chose. Le tonnerre est extrêmement puissant, donc dans la nature, l'évolution, si tu veux, de l'être humain, c'est adapté à notre environnement, et étant donné la puissance du tonnerre, on n'avait pas besoin d'être sensible dans ce registre de fréquence-là. Le tonnerre est très grave. Donc, on a une perte d'audition naturelle tous, hein, c'est propre à l'humain, de cela. Donc, je découvre finalement qu'on a des oreilles vraiment taillées pour une vie sur Terre qui est parfaite pour nous, vraiment parfaite, vraiment. On vit dans un monde parfait, dans une Terre parfaite pour des humains parfaits. Et la vibration, tu fais bien de le dire, c'est une vibration sonore. Là aussi, de la même manière que le macrocosme est l'infiniment petit, le milieu, on va dire que c'est la vibration, hein, c'est ce qu'on vit de manière tangible. Je me suis intéressé au son par la vibration, parce que j'étais musicien, mais en réalité, j'étais encore à côté de la plaque, je m'intéressais à la vibration, mais subtile, pas celle qui tape nos tympans, mais autre chose. Mais c'est pas grave, ce sont des choses qui m'ont permis, encore une fois, de m'amener à m'intéresser à d'autres vibrations, parce qu'on voit finalement que tout est vibration. Quand tu étudies le son, tu t'aperçois que quand on dépasse les ultrasons, on est dans des fréquences qu'on n'écoute plus, et puis à un moment donné, on touche carrément à la vision.
Il y a des visions d'infrarouge, l'ultraviolet, etc. C'est que des vibrations. Ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on entend, tout est vibration. C'est juste qu'à des moments, à des fréquences absolument démentielles et folles, on atteint des choses qui ne sont pas mesurables par nos appareils, et c'est là où le subtil et nos sens qu'on peut développer prennent le relais. Voilà. Alors la vibration, le son, eh bien, si tu te souviens bien, on se connaissait pas vraiment, on s'était juste croisés une fois, puis un jour, je prends contact Oui, avec toi parce c'est vrai. que j'ai dans l'idée d'enregistrer des histoires et il se fait que le son de ta voix est quelque chose qui m'a touchée dès la première fois où je t'ai entendue. Je trouvais que tu avais un timbre de voix qui était vraiment particulier et j'avais envie d'enregistrer des histoires avec toi et c'est ce qu'on a fait finalement puisqu'on a réalisé ce coffret ensemble. Ce sont des histoires de résilience et là où je voudrais te poser une question, c'est outre le fait d'être sensible à la vibration et au son, est-ce que quand on écoute le message d'un texte comme celui qu'on a fait, mais aussi d'une chanson ou la tonalité d'un instrument, est-ce que pour toi, ça peut être ce genre d'écoute une forme de méditation? Ah oui, oui, mais tout à fait. Tout à fait. Si tu regardes bien, si tu observes au niveau sociétal ce qui est en train de se passer, de tout temps, tu sais, on a toujours dit depuis la Rome antique, donner du pain et du jeu au peuple. Et tu vois, c'est toujours vrai. Qu'est-ce qu'on a tous fait en tant que parents ou même parents de manière élargie, hein, je passe même à ceux qui n'ont pas forcément enfanté, eu d'enfants, ont forcément été tante ou tonton ou oncle ou tati de cœur ou tonton de cœur, et à un moment donné, papy, mamie, tati, tata, raconte-moi une histoire. On a tous raconté des histoires aux enfants. Et ça passe par la voix, ça berce une voix. Donc, il y a une sorte de méditation que cherchent les enfants pour trouver le sommeil. Hein, on parle des mythes. C'est une initiation aussi, d'une certaine manière. Hein, on chante des cantiques aux enfants dans la journée et le soir, on leur raconte une histoire pour qu'ils aident à s'endormir. Et souvent, c'était initiatique en plus à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est moins. On a perdu un petit peu ce sens du sacré, mais ça reste encore là. Mais regarde, si tu observes bien, on ne quitte pas l'enfance. D'aucun d'entre nous ne quitte l'enfance. Et je vais te le prouver. Je vais le prouver au public pour que tu comprennes ce qui se passe. L'industrie de divertissement n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui. Quand on regarde les plateformes de VOD, de vidéo on demande, tu regardes Netflix, tu regardes Prime Video, tu regardes Disney+, HBO Max et tout ce que tu veux, toutes ces choses-là sont une alternative. Aujourd'hui, la télévision, le canal classique a du mal à être rentable parce que le public a migré dessus. Et qu'est-ce qu'on regarde? Des séries. Et qu'est-ce que c'est que les séries, si ce n'est que des histoires? Et souvent, pour s'endormir, les personnes mettent les tablettes ou la télé et mettent un film, une série en boucle, une saison entière, et vont s'endormir, ça les aide à s'endormir. On est adulte, on n'a plus nos parents pour nous raconter des histoires. Donc on devient autonome grâce à ces plateformes de VOD pour continuer à ce qu'on nous raconte des histoires. Parce qu'une série qui ne sont que des fictions, ça continue en réalité. Tu t'aperçois que on s'auto-raconte des histoires pour nos propres moyens via les plateformes. Ça, je crois que peu de gens en ont pris conscience. Moi, mon job, c'est de mettre du sens sur les choses, d'observer, de faire le lien, et je fais le lien. Moi, je ne peux pas m'empêcher que, étant petit, on m'a raconté des histoires pour m'endormir, et qu'aujourd'hui, pour m'endormir, je lance une série, et beaucoup de gens le font, parce qu'on a besoin de ces histoires-là. Parce que, justement, quand tu regardes des séries, c'est souvent extraordinaire, et ça nous évite aussi de vivre de subir notre vie qui nous paraît péniblement ordinaire. On veut une vie extraordinaire, on veut être le héros, l'héroïne que l'on regarde, parce que notre vie nous paraît morne. C'est là où aussi où on comprend que ceux qui ne s'intéressent pas à l'ésotérisme, à l'invisible devient extraordinaire. Et là, on regarde moins nos séries. On se raconte moins d'histoires, on préfère s'intéresser à l'invisible, qui est bien plus passionnant que n'importe quelle série. Et là, pour terminer et boucler la boucle, tu comprends pourquoi aujourd'hui, cette dernière décennie, on s'est tapé des films de super-héros parce que les effets spéciaux sont là, ils sont prêts pour nous faire rêver. Mais qu'est-ce que ces effets spéciaux, ces films Marvel, DC Comics et compagnie, si ce n'est que les héros qu'on nous racontait dans nos histoires lorsqu'on était petits. Sauf qu'aujourd'hui, ils prennent cher dans la matière à travers des films qui stimulent l'imaginaire. Donc aujourd'hui, les histoires ont une place prépondérante qui n'ont jamais été aussi
aussi prononcé qu'aujourd'hui dans notre époque. On vit une époque formidable, et c'est peut-être le problème de l'infantilisation qu'on a de manière globale. On sent que les choses partent en déliquescence, peut-être parce qu'on a oublié de grandir. Parce que si on reste bloqué dans l'enfance, en se racontant toujours des histoires, en s'attachant toujours à des super-héros toujours plus en plus crédibles, c'est peut-être un problème sociétal qui a un temps pour tout, un temps pour se raconter d'histoires, pour croire à l'imaginaire et de revenir à la réalité. Mais c'est un autre débat. Voilà, j'ouvre juste le fait de poser une graine comme ça, réfléchissez à ça, et vous verrez que finalement, selon vos propres sensibilités, vous ne pourrez pas nier que se raconter des histoires pour se faire du bien et mieux vivre un quotidien qui est morne, qui nous paraît assez insipide, eh bien, les séries, les histoires qu'on a racontées quand on a été petit, nous aider à garder ce merveilleux, cet émerveillement, et aujourd'hui on le fait perdurer à travers les séries. Oui, alors là, je vais quand même un peu rebondir un petit peu plus, parce que moi aussi, je vais te faire réfléchir, du coup, encore un peu plus loin. On parle d'accorder un instrument, on parle d'accorder le son. Là, tu viens de parler de regarder des séries, et je voudrais faire la distinction aussi entre le fait de fuir quelque part sa vie, ou alors, tu l'as si bien dit, favoriser l'imaginaire et peut-être s'accorder aussi spirituellement d'une autre manière quand on prend des choses qui peut-être nous élèvent un peu l'esprit. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, oui. Après, effectivement, qu'on peut faire le choix de son programme, et c'est tout l'intérêt des plateformes, parce que il n'y a pas que des séries, il y a aussi des documentaires. Hein, on peut choisir aussi, et puis il n'y a pas que ces plateformes-là, il y a aussi YouTube. Si vous êtes là en train de regarder YouTube, c'est que vous vous intéressez, vous cherchez à réfléchir. Là, c'est joindre l'utile à l'agréable et se dire, tant qu'à faire, je vais pas écouter que des histoires, mais écouter des histoires vraies. Et c'est vrai que des chaînes comme celle de Philippe Ferrer, la mienne, et celle que tu as fondue aussi actuellement, que tu fais merveilleusement bien, et merci, parce qu'il en faut, eh bien, ça permet de comprendre que finalement, ces super-héros, ces films, que l'on voit, qui sont fictifs, totalement fictifs, eh bien la réalité ésotérique est bien plus passionnante que ces héros. Alors c'est sûr que je suis pas habillé en Superman, je ne vole pas, mais on a tous des super pouvoirs. Je crois que tu es hypnothérapeute, hein, il me semble. Oui, tout à fait. Donc là aussi, comprendre que finalement, entre ce qui a été imaginé par l'esprit et ce qui a été réellement vécu, le cerveau ne fait pas de différence, permet de faire des répétitions comme ça. Et quand on a le trac, par exemple, avant de passer un permis, bah, c'est super utile. J'ai des personnes qui ont fait appel à un hypnothérapeute pour faire une répétition, parce que quelquefois le trac était tel qu'ils perdaient leurs moyens et qu'ils loupaient leur examen de permis. Et grâce à l'hypnothérapie, on réussit ensuite c'est un exemple, hein, c'est vraiment tout petit ce que je viens de dire, hein, mais c'est un des ressorts qui permet de comprendre au niveau des neurosciences ce que lorsqu'on arrive à comprendre cette science de l'esprit, on arrive en plus à mettre du merveilleux dans le réel. Dans le réel, c'est là où on a des super pouvoirs. Donc Sandrine Dupuis a le super pouvoir de vous faire répéter n'importe quelle situation dans le subtil, qui s'incarne après dans la matière et qui vous permet de réussir par exemple des examens alors que auparavant le trac vous faisait échouer. Ça, c'est un super pouvoir. Je trouve que c'est bien plus intéressant que jeter du laser avec les yeux. Voilà, donc quelque part, tous ces films Marvel, DC Comics et de ces sagas et de ces franchises qui sont détenues par les gros studios hollywoodiens sont finalement le reflet d'une réalité qui est bien plus passionnante. Donc, comme tu le dis, effectivement, il y a aujourd'hui où la fiction et la réalité se rejoignent. Il faut juste savoir où observer et quoi regarder. Parce on ne subit plus les programmes TV comme avant, où la télévision décidait de ce qu'on devait voir, et donc nous formater. Aujourd'hui, on a cette chance extraordinaire de pouvoir choisir ce que l'on visionne. Et c'est à vous de faire votre propre mercato et programme. Mais il y a vraiment de tout aujourd'hui, c'est vrai.
Alors, super-héros ou pas, on va laisser le public en juger. À ton sujet, Didier. Je vous fais remarquer quand même que Didier est à l'hôpital avec un micro et un casque, donc il aime quand même faire les choses bien. Et puis, il vient de Toujours. traverser, voilà, une épreuve. Et on en parlait un petit peu avant l'émission, mais je pense que c'est important d'en parler puisque tu m'as Bien donné sûr, l'autorisation de te poser des questions à ce sujet. bien sûr. Tu as connu une très très grosse épreuve physique. Tu Mm. as été confronté à la fragilité de l'existence, à la finitude aussi de notre existence. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a traversé l'esprit au moment où ton attaque est survenue? Alors, déjà pour commencer, j'aimerais remercier les personnes parce qu'effectivement, étant donné que je dépends essentiellement de mon activité, lorsque l'accident cardiovasculaire m'est arrivé, il y a une cagnotte qui a été ouverte par les modératrices que je remercie au passage, et sans quoi j'aurais pas pu justement subvenir mes propres besoins maintenant. Donc je remercie déjà le public pour ceux qui ont participé. La cagnotte a d'ailleurs toujours cours actuellement, et je remercie ceux qui continuent à participer. Donc déjà un grand merci à toutes ces personnes pour leur générosité et leur soutien indéfectible. Je remercie aussi tous les intervenants qui ont partagé, qui ont diffusé en tout cas le, on va dire le cri d'alarme que j'ai eu. Mais comme tu le soulignes si bien, oui, effectivement, il n'y a pas un infarctus, un arrêt cardiaque, une défaillance du cœur. Un cœur qui bat, ça paraît évident, jusqu'au jour où il dysfonctionne. On fait pas attention à lui, quelque part, parce que il fait son job depuis que, avant même de sortir du ventre de sa mère, avant même d'être accouché au monde, dans la vie intra-utérine, ce cœur est déjà en route, et c'est d'ailleurs le premier organe qui se met en route. C'est le tout premier. Et la division cellulaire, en tout cas à partir du cœur, se divise comme ça, et le fœtus, en tout cas en pleine formation, donne deux parties, une tripartie d'ailleurs, hein, c'est marrant cette tripartie, du cœur, tu as en fait les intestins, et du cœur, tu as le cerveau. C'est pour ça qu'on a des neurones dans le cœur, dans le cerveau et dans les intestins, parce que le cerveau est issu du cœur, et les intestins aussi. C'est pour ça que quand on a un rendez-vous galant, ou je sais pas, un entretien ou quoi que ce soit, on a des papillons dans le ventre, et que les médecins le disent, hein, ça c'est purement scientifique, on a des neurones et dans les intestins, et dans le cerveau, et dans le cœur. Voilà pourquoi on peut réfléchir aussi avec le cœur, puisqu'on réfléchit avec notre tête aussi, de manière mentale. Mais voilà, le mystère, en tout cas, la première division cellulaire, le cœur se met en route, et ensuite les autres sont formés, mais les principaux, j'insiste là-dessus. Donc le cœur est central. Le cœur est vraiment central, et c'est important de le prendre en considération. Et quand il déconne, quand il dysfonctionne, bah, ça fait très très mal. Vous pouvez avoir un foie qui dysfonctionne, vous pouvez avoir un poumon qui déconne. Vous en avez deux. Un cœur, on n'en a qu'un, et quand il décide de s'arrêter, vous pouvez même avoir des problèmes neuronaux. Vous allez avoir des problèmes, vous allez penser un peu à l'envers. Mais lorsque le cœur ne fonctionne plus, c'est tout qui s'arrête. C'est le chef d'orchestre. En tant que musicien, c'est lui qui bat la mesure. Et quand le chef d'orchestre n'est plus là, c'est la cacophonie. Hein. Voilà, la symphonie n'est plus harmonieuse du tout. Au contraire, la partition qui se joue est macabre et vous entraîne vers une fin certaine. Voilà ce qui se passe donc avec le cœur. Et la mort vient frapper parce que là aussi, j'entends bien, il y a des personnes de manière bienveillante ont tenté de presque minimiser, je dirais maladroitement, mais c'était pour dire, c'est rien, Didier, j'ai eu d'autres personnes qui ont eu un infarctus, elles s'en sont très très bien sorties. Chaque infarctus, chaque arrêt cardiaque est singulier, particulier. Je suis actuellement en affection de longue maladie, ça fait 3 semaines que je suis en rééducation cardiaque, et rallongé d'autant. Donc c'est preuve qu'il y a d'autres choses qui sont passées qui étaient extrêmement graves. Ça a été d'une violence inouïe. La mort n'était pas derrière moi, elle était assise ici sur mon épaule, et je l'ai vue de très très près. La mort ne vous envoie pas un faire-part auparavant en disant « je passerai mardi à peu près vers les 14 heures », elle vous prévient pas. Et quand elle débarque comme ça de manière incongrue. Ça peut être pendant un repas, ça peut être durant votre sommeil, ou une douleur terrible vous réveille. Et à ce moment-là, ce qui a vraiment traversé mon esprit, c'est de dire quelle vie de con. Et on prend conscience de l'absurdité de la vie. Et plus on y pense, plus la vie est absurde. Bien qu'elle soit belle,
et qui valent le coup d'être vécues. Hein. Mais elle m'a paru, sur l'instant, il y a énormément de choses, une adrénaline qui monte, vous sentez que vous allez partir, vous sentez que vous avez un rendez-vous avec la mort et que vous ne pouvez pas vous y soustraire, c'est pas possible. C'est elle qui gagne. C'est un rouleau compresseur. Si elle a décidé de vous prendre, vous aurez toute la bonne volonté du monde de la supplier. Si elle a décidé, elle tranche. Elle est un peu comme la lame tarot, la justice. Un regard froid. Oui, c'est ce qu'on voit impitoyable. Tu sais, dans les anciennes gravures, on l'appelle la grande faucheuse. Quand tu dis que ça tranche, c'est vraiment ça. Ouais. Ah oui, bien, la faux, elle est là pour ça. Hein. Mais il n'y a pas de bon moment. Et ce qui s'est passé dans mon esprit, je regardais Christine, je me suis dit aussi bien, elle va se lever, elle va prendre son déjeuner, sans s'apercevoir que moi, je ne me réveillerai jamais. Et là, quand tu penses à ça, tu me dis, c'est maintenant. C'est maintenant que ça arrive. Il n'y a pas de beau moment. C'était pas forcément ensoleillé, c'est arrivé en pleine nuit. Et là, l'ego prend le dessus. Il y a un moment où tu te dis, en fait, je vais mourir là comme ça. Tu prends conscience de l'insignifiance d'une vie. On n'est pas grand-chose. Hein. On n'est vraiment pas grand-chose. Et quand tu pars, pouf, tu pars. Et puis c'est terminé. Tu penses à plein de choses. J'avais plein de choses à faire encore. Je me disais, zut, il y a tellement de choses, tellement d'actes manqués, tellement de choses que j'aurais voulu faire, que je ne pourrais pas faire. Vous prenez conscience de tout ça. Sauf que là, c'est sur le point de s'évaporer. On vous dit non, mais c'est terminé, tu peux plus. Et ça part. La prise de conscience qu'il y a à ce moment-là, c'est quand tu es aux portes de la mort comme ça, et que ton cœur souffre, il y a une sorte de cercle vicieux qui se met en route, c'est que tu as la douleur. La douleur qui est en plus morale, parce que tu dis, je vais disparaître, c'est terminé. Plus tu t'inquiètes, plus tu paniques, plus le cœur s'emballe, plus la douleur augmente, et plus la douleur augmente, plus tu paniques, etc., parce que tu sens que ton cœur va imploser littéralement à l'intérieur de ta poitrine. C'est vraiment ça. Hein. Tu sens vraiment qu'il va y avoir une explosion, ou plutôt une implosion de l'intérieur, et que ça en est fini. Et quand tu sens ça de manière très forte, il n'y a pas besoin de faire 8 ans d'études après le bac en médecine. Hein. Tu deviens ton propre médecin parce que tu ressens ton corps comme jamais tu l'as senti à ce moment-là. Et c'est traumatisant. C'est d'ailleurs pour ça quand on nous met dans des centres de rééducation, c'est pour reprendre confiance parce qu'après un arrêt cardiaque, tu ne fais plus rien. Tu perds totalement confiance en ton corps. Tu te dis, je vais utiliser le moins possible ma bagnole, je vais pas mettre dedans, alors que tu as le réservoir d'essence qui est plein, mais tu ne veux plus l'utiliser parce que tu sais pas s'il va brouter, ça va déconner, tu veux plus. Et là, le danger, c'est que tu as les muscles qui font, tu t'essouffles pour un rien, en fait, tu empires la situation. Donc, un centre de rééducation cardiaque, c'est pour reprendre confiance, dire, c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va arriver une autre fois, et on va prendre les dispositions pour consolider ce cœur, pour éviter justement que ça se reproduise. Mais c'est un moment traumatisant, de grande prise de conscience, et on voit la vie vraiment différemment. Il y a un avant, il y a un après. Hein. On peut pas y couper à ça. Et justement, avec le recul maintenant, est-ce que c'est déjà le moment où tu tires quelque chose de cette expérience, ou bien tu es encore dans cet aspect traumatique et dans les peurs qui l'accompagnent? Alors, les peurs qui l'accompagnent, aujourd'hui, continuer à avoir peur, je dirais que c'est inutile. Voilà. Aujourd'hui, j'ai compris l'inutilité de cette peur. Au contraire, la peur paralyse. Donc, il faut pas être dans la réaction, mais dans l'action. Et dans la construction d'autres choses. Alors, effectivement, tu ne sais toujours pas ce que tu veux pour construire, parce que il y a un modèle que tu avais, ton ancien toi, avant l'accident, et il y a ce nouveau toi qui se construit. Donc tu sais pas comment il va devenir. Personne peut dire ce qu'on va faire. Même toi, je suis sûr que si je te dis, dans 6 mois, tu seras où, Sandrine? Tu n'en sais rien. Il y a plein de choses qui peuvent se passer entre temps, qui peuvent te faire changer de trajectoire, et tant mieux. La vie est dynamique. On dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et heureusement. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai que je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus. Et le fait d'avoir tout misé, je me suis donné à fond vraiment pour la chaîne, hein, pour ma chaîne. Et il y a des prises de conscience, d'autres prises de conscience qui viennent en cascade, vraiment par la suite. Je prends conscience que YouTube est américain avant tout. Et que tu vois bien que pendant la crise de 2008, par exemple,
avais des gens qui sortaient et tu peux être en haut, tu peux gagner un très très bon salaire aux États-Unis et une semaine après, je parle bien d'une semaine, et c'était très important parce que là-bas ils ont leur salaire chaque semaine. Au bout d'une semaine, tu peux retrouver sous les ponts. C'est pas le même fonctionnement. Il n'y a pas les mêmes protections sociales, pas le chômage comme nous, il n'y a pas de sécurité sociale. Ça marche pas de la même manière. On a ce modèle-là qui, en fait, a introduit, s'est insinué dans le modèle français. Beaucoup de mères de famille, de pères de famille, ont leurs enfants qui leur disent plus tard, je serai youtubeur. Prenons un exemple, envie de popularité, voilà, parce que on s'écoute parler quand même quand on fait de la vidéo, on est face caméra, il y a des gens qui t'adulent, qui font des commentaires, oh, c'est formidable ce que tu dis, patati patata. Alors, tout ça, ça flotte l'ego et ça ça développe un certain narcissisme. Tu prends conscience de tout ça, petit à petit, de dire, est-ce que finalement je suis vraiment dans la transmission pour aider les autres ou c'est juste pour m'aider moi-même? Est-ce que c'est pas un manque d'amour propre à moi-même que je fais pour recevoir de l'amour des gens? Ou alors c'est un échange. Je reçois de l'amour, mais en même temps je donne de mes connaissances et je partage une expérience. Dans ce cas-là, le deal est bon, mais tu vois, il y a tous ces questionnements qui sont là en route. En tout cas, ce qui est certain et définitif, c'est que j'ai misé sur une entreprise américaine qui est totalement virtuelle et qui, au bout de, on va dire, 3 semaines d'inactivité où je n'étais plus présent, tout s'est effondré au niveau de la chaîne. Les vues, un tas de désabonnements, etc. Parce que c'est comme ça, c'est les algorithmes. Et là, tu dis, ah oui, ils sont vraiment américains. C'est-à-dire que YouTube, c'est fais des vidéos, fais ça régulièrement, fais ça bien, sinon, disparaît. Et c'est violent quand tu es français et que tu as, à travers une entreprise américaine, cet état d'esprit dans lequel tu n'es pas du tout préparé. Un Américain natif, oui, il le sait ça. Mais en tant que Français, tu le sais pas. Et la prise de conscience, c'est dire, bon, j'ai mis 10 ans de ma vie, où moi, j'ai pas eu, comme beaucoup d'autres, et je respecte, hein, je ne juge personne, mais moi, il n'y avait pas de plan B. Et j'étais à fond dans YouTube. Je ne faisais que ça. C'est-à-dire que ma seule et principale activité, c'était de créer des émissions. Donc, quand tu vois une plateforme qui finalement se fout royalement de toi et finalement, dans les algorithmes, fait en sorte de ne plus te proposer, te suggérer dans les visions à faire parce que tu ne fais plus de vidéos, en fait, tu dis, j'ai donné 10 ans de ma vie pour ça. C'est ce que je vois, en fait, finalement. Tu t'aperçois que c'est extrêmement froid. Donc, les priorités sont en train de changer. Alors, je pense que oui, la question suivante, ça sera, est-ce que je vais continuer? Oui, mais pas de la même manière. Vraiment pas de la même manière. Différemment, en tout cas. Ah, écoute, c'est super tout ce que tu viens d'expliquer parce que quand y a beaucoup de gens qui aimeraient devenir coach ou thérapeute et c'est vrai que la première question à se poser, c'est pourquoi je le fais, pour qui je le fais. Donc ça, c'est bien que tu l'aies souligné aussi quand on est sur YouTube, c'est pareil, effectivement. Et la deuxième chose très importante que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est vrai que tout le paraître, c'est vraiment quelque chose de très futile et que tout peut s'évanouir du jour au lendemain. Et ça, c'est pour n'importe quoi dans notre vie, hein. Tout ce qu'on possède, ça peut disparaître du jour au lendemain. Donc, il faut chercher notre paix intérieure ailleurs que dans les possessions de tout type, en fait, hein. La paix intérieure, elle vient vraiment du plus profond de nous-mêmes. Oui, tu parles de l'impermanence des choses. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et toi, dans ton expérience, dans ton moment présent, là, dans ce que tu vis actuellement, est-ce qu'on pourrait dire que ça a quand même développé une forme de sensibilité en toi? Ah oui, oui, déjà, en fait, quand tu vas dans un centre, c'est pas qu'un centre de remise en forme où je peux te dire que c'est intense, hein. C'est vraiment intense. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, et puis pas que moi, parce qu'il y a d'autres patients avec lesquels j'échange, il y a la cantine où on mange, on a des repas spécialisés selon nos pathologies. Donc, des fois, on regarde l'assiette de l'autre, il y a de la sauce, puis toi, tu n'y as pas droit, tu sais pas pourquoi. Mais c'est selon les diététiciennes et les diététiciens, voilà, les praticiens qui sont ici, qui sont très compétents et bienveillants, tu échanges et tu t'aperçois que finalement, lorsque tu fais de l'éducation, ici, la rééducation cardiaque, ce sont des exercices physiques. Tu as l'impression que tu vas aller sur la Lune, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu es monitoré, tu as des pattes de partout quand tu fais de vélo. Quand tu marches, tu as l'impression qu'il y a le GIGN qui te cadre, ils sont avec des takeaways, c'est limite, attention, sujet numéro 34 dans la chambre 38 est en train de s'enfuir. Envoyez tout de suite le GIGN, plaquez-le au sol, il est costaud et armé, un peu dangereux. On a retrouvé Didier, là. On a retrouvé Didier. Mais sérieux, quand tu vois en fait,
toute la logistique qui est autour pour nous chapeauter comme ça, tu te dis, c'est un peu too much. Et en fait, non. C'est là où tu te sens vraiment sécure, vraiment. Et donc, il y a aussi des ateliers pour comprendre pourquoi le sport est bon. On t'explique chaque médicament, leur fonction, pour dire, il est temps de dire, c'est pas parce qu'on Big Pharma te dit qu'un médecin te prescrit des médicaments. Il faut que tu saches, un qui sert à faire baisser la fréquence cardiaque pour éviter de taper, de cogner. Quand tu as un stent, quand c'est le cas, il faut éviter que le corps fasse un rejet, que l'artère rejette le stent. Donc, c'est un rejet, c'est pas bon. Il faut qu'elle accepte. Donc, il y a pas mal de choses comme ça, un fluidifiant, anticoagulant pour éviter que le stent se rebouche à nouveau et que tu fasses un infarctus. Il y a vraiment tout un processus et on t'apprend à mieux ressentir ton corps. Vraiment à sentir ton corps, à prendre ton pouls avec ta montre quand tu es en plein effort pour être dans la fréquence cardiaque qui est différente à chacun. Tu apprends qu'en fait, finalement, ton taux de glycémie, ton taux de fréquence cardiaque, ton taux d'hypertension ou autre n'est pas la même. Il y a un standard, il y a une médiane, mais pour chacun n'est pas la même. Moi, je suis pas fait pour peser 50 kilos. Tu penses bien que j'ai une structure avec une ossature qui est assez large. Je suis fait pour avoir un certain poids qui est au-dessus de la moyenne parce que ça me va bien. D'autres personnes vont être comme ça, fifi bien brun d'acier. Et d'ailleurs, tu rigolerais si tu me vois à la table, en face de moi, tu devineras jamais qui ils ont mis. Ils m'ont mis une femme qui pèse 36 kilos. Je blague pas, hein. Moi, 120 kilos, et de l'autre côté, on dirait Laurel et Hardy. C'est comique, on fait rire toute la table, parce que elle essaie de manger, elle mange pas assez, et moi, voilà, j'ai des traitements maintenant qui me coupent l'appétit vraiment, donc souvent, je finis pas mon assiette, je lui pousse, je lui dis, si tu veux le surplus, tu veux du rab, elle dit, oula, j'en peux plus, je suis plein. Donc, ce dialogue qui est absurde, d'une femme qui doit manger plus, donc elle a un régime hyper protéiné, tu t'aperçois qu'on doit prendre conscience, vraiment, de notre corps, de cette satiété, de savoir quand tu fais l'effort que t'es pas besoin forcément d'un oxypomètre pour connaître la saturation. Il faut que tu connaisses toi-même si tu es saturé. Donc il faut vraiment être à l'écoute de notre corps. Et pour moi, c'est une surprise parce que je n'aurais pas pensé que la médecine allopathique s'intéressait autant à cette écoute-là. Mais en tout cas, ici, dans ce centre qui a une réputation assez nationale, un rayonnement national. Tout le monde dit à chaque fois, mais tu vas te régaler là-bas, tu vas être bichonné. Il y a le balnéo et tout, on fait aquagym. Je te jure, c'est le seul endroit où mon corps ne supporte pas tout le poids, où je me sens bien, je flotte. Ça fait des années que je n'étais pas allé dans l'eau. Finalement, tu comprends qu'en effet, 90% d'eau, on se retrouve dans son propre élément. C'est fabuleux, c'est formidable. Donc cette écoute, oui, cette sensibilité, pour répondre à ta question, se développe vraiment de manière exacerbée. On est plus à l'écoute. Et bizarrement, des douleurs que j'entendais pas avant, notamment les tendinites dans les bras, je compensais parce que dans ma carrière de musicien, la tendinite, surtout pour un batteur percussionniste, c'est interdit, hein, sinon c'est une fin de carrière annoncée. J'ai vécu avec. Et comme je n'ai pas été à l'écoute, une tendinite des tendinites, parce que j'en ai dans les deux bras qui ne sont pas écoutées, qui ne sont pas traitées, par le repos essentiellement, et par l'étirement par la suite, eh bien, deviennent chroniques. Et aujourd'hui, j'en suis là. Donc, heureusement que je ne joue plus professionnellement, que je me suis réorienté vers autre chose. Ça a été mon début de carrière, mais je le découvre aujourd'hui. L'écoute de mon corps, de manière rétrospective, je vois à quel moment je n'ai pas respecté et à quel moment j'étais au-delà de mes limites corporelles. Donc oui, on apprend beaucoup. Oui, c'est formidable de pouvoir faire le lien entre le corps et l'esprit parce que parfois certains scindent les deux. Or, les sensations du corps sont importantes. Et est-ce que tu as l'impression, toi qui es très sensible à la qualité du son, je sais combien tu tiens à ce qu'on ait des bons micros quand on fait l'interview avec toi. Je le sais parce qu'un jour j'en avais pas. Et tu m'as dit que ça faisait un son de salle de bain, ce qui m'a toujours fait rire. Depuis, j'en ai un aussi. Tu vois, je t'entends bien là, c'est bien. Voilà. Et est-ce que tu as l'impression que tu entends ou que tu regardes différemment maintenant? C'est un peu comme tout. Je pense qu'à un moment donné, on a tous des phases où il faut impérativement, c'est important de réaliser ses fantasmes. Tous les fantasmes ne sont pas réalisés, mais quand je parle de fantasmes, un gamin, par exemple, il veut son jouet.
Ce qui est un petit peu dangereux, ça veut pas dire, j'invite pas tous les parents à céder à tous les caprices, hein, c'est pas du tout mon propos. Mais c'est simplement, si le gamin veut un toboggan, c'est l'exemple que donne beaucoup Christine, qui est dans une forme de sagesse que j'adore, hein, c'est pas pour rien qu'elle partage ma vie. Il y a un âge pour les choses. Donc, je sais que je pars loin, mais la surconvolution est nécessaire pour la compréhension de l'état d'esprit dans lequel j'explique cela. Il faut en passer par des fantasmes quelquefois futiles, parce que ça peut paraître pas important un toboggan. Mais quand un gamin veut un toboggan, il faut que tu l'achètes à l'âge où il en est pour en faire des toboggans. Si tu n'as pas les moyens de le faire, le gamin ou la gamine quand elle aura 20 ans, il dit c'est bon. Papa, maman, t'as acheté un toboggan. Il va te regarder, il va dire c'était avant, c'est plus le moment maintenant. Donc il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout où il faut jeter sa gourme, où il faut réaliser certains fantasmes. Faut pas les faire trop tôt, faut pas les faire trop tard non plus. Voilà. Si on part de la jeunesse, je sais que je vais dire un truc qui va fâcher, mais aujourd'hui, il y a carrément des jeunes qui ont une sexualité trop tôt, hein, trop précoce, et qui aujourd'hui sont blasés de tout. Voilà, il y a un certain dégoût qui a été constaté par des sociologues, par des psychologues, par des psychiatres. Aujourd'hui, à l'unanimité, c'est ça. Donc, tu vois, il y a un bon moment pour connaître les choses. En ce qui me concerne, pour reporter ça à moi, le son de la voix, c'était hyper important. Donc, il me fallait des moyens pour avoir des super micros. Et à chaque fois, je mettais mon fric, je le passais que sur des super micros. Des micros qui valaient une fortune, hein, 5, 600 balles, 1000 balles, 2000 balles. J'en ai même à 3000 euros. Comment vous faire, hein, je précise au passage. Et quand tu as atteint des micros, les préamplis, le traitement sonore, toute cette chaîne, que tu as un truc qui coûte 10, 15 000 balles en termes de traitement audio, et que tu as atteint le Saint Graal, le méga micro de la mort qui tue, etc., et que tu t'aperçois que le son est toujours pas bon, c'est que là, c'est ta voix, c'est la manière de la poser. Il y a une façon de poser sa voix, parce que si je parle comme ça, tu comprends, Sandrine? Eh ben, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a des gens qui sont au-dessus, qui sont overkill parce que ils n'ont pas trouvé la voie. Et le meilleur moyen, c'est pas un coaching, mais c'est de faire ce qu'on appelle un swipe. C'est faire, alors ça va être ridicule, hein, mais je vous fais un petit masterclass rapide, c'est, vous faites, en descendant, enfin, vous allez au plus grave, vous allez au aigu raisonnablement, vous sentez comme ça dans la poitrine, le moment où votre main vibre le plus au niveau de la poitrine, c'est là où votre voix est. Donc c'est pas « Salut Sandrine, comment ça va ?» et c'est pas « Salut Sandrine, comment ça va ?» C'est overkill dans les deux cas, c'est « Sandrine, comment vas-tu ?» Là, ça vibre au maximum. Si je suis au-dessus, ça vibre plus. Si je suis en dessous, ça vibre plus non plus. Là où la maximisation de la vibration de la cage thoracique est, là c'est bon. Et là, tu peux mettre un micro qui est moyen, qui est pas forcément cher. Eh ben, ça sonne 10 fois mieux que si tu places pas ta voix et tu ne poses pas ta voix correctement. Voilà, je viens de vous donner une astuce assez simple. Aussi, l'histoire du stylo magique. Si tu le mets entre les dents, tu essaies de dire un texte, ça muscle ta langue. Et à un moment donné, quand tu lâches le stylo, tout ce qui était difficile, tu le dis avec une fluidité magique. Donc ça, c'est une préparation avant les podcasts que l'on peut faire pour faire des voix impeccables. Et on est plus dans l'interprétation, dans la manière de te servir de la voix, qui compte plus. Donc le matériel est une chose, mais la manière dont tu t'en sers est beaucoup plus importante et beaucoup plus optimale. Et j'ai eu en fait mon toboggan, comme tout le monde, pour que je puisse après passer pas le savoir-être, enfin pas au savoir-faire, mais au savoir-être. Aujourd'hui, dans la voix, je suis plus dans le contenu que je vais y dire et transmettre que dans le contenant. Avant, j'étais dans le plaisir d'entendre une voix et une belle voix. Aujourd'hui, je suis dans le contenu et pas l'emballage. Donc, ce qui m'intéresse plus, c'est ce que tu dis. Et en ce qui te concerne, tu le dis tout bien, au début, tu n'as pas forcément eu un équipement audio top, et pourtant, tu arrivais à hypnotiser des personnes. Preuve que tu vois, c'est pas la qualité sonore qui comptait, mais bien ce que tu disais, et la manière dont tu le disais, qui permettait de mettre en état de conscience modifié les personnes. Ça aussi, tu vois, il a fallu que je passe par réaliser ce fantasme d'avoir des super micros de la mort qui tue, pour finalement me dire que c'est pas ça, c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer, mais sur vraiment l'utilisation. Je sais pas si tout le monde a compris, si c'était nécessaire d'aller aussi loin, mais...
C'est fait, je suis désolé. Oui, moi j'adore tes explications et puis tes bons conseils. Alors, bon, j'espère que la prochaine fois que l'écran va s'ouvrir, je n'aurai pas un bic dans la bouche que j'aurai oublié de le retirer, tu vois. Écoute, si par accident tu l'as dans l'oreille, c'est que je sais que tu as travaillé avant. Hein, voilà, c'est ça. Voilà, ce sera la faute à Didier, hein, si ça arrive. Tu sais, c'est un peu plus fun que si tu vois. Bah, ici, il y a des infirmières qui circulent et souvent elles ont en fait un thermomètre ici, oui. Et elles ont un crayon ici. Donc, quand je vois que c'est le thermomètre qui est là et le crayon qui a disparu, je me dis qu'il y a un patient qui a pas le thermomètre au bon endroit et que c'est pas forcément le thermomètre qui. Là, je m'inquiète. Bon, alors, écoute, puisqu'on en est à rigoler et qu'on parle de jouets, tous ces trucs comme ça, je vais attirer votre attention sur le collier que je porte. Ça, c'est quelque chose que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui parce qu'on est quand même dans une émission sur l'art. Et regardez cette petite merveille. Je vous le montre parce que c'est une des créations de Delphine Courtet dont on a eu un interview il y a quelques mois. Voilà, et j'ai eu le bonheur de découvrir ce merveilleux collier dans ma boîte aux lettres. Donc, je vous le fais apprécier parce qu'elle fait vraiment des créations qui sont splendides et qui sont empreintes d'un esprit touchant. Vraiment, elle fait pas du n'importe quoi. C'est pas juste de la décoration. Il y a le sens du beau, il y a le sens de l'esthétique, mais il y a le message que chacun de ces bijoux porte. Et Didier, toi, tu es aussi très sensible à ce qui est beau, je pense. Oui, bien sûr, parce que lorsque l'on prend, comme on le dit souvent, lorsqu'on achète une création, que ce soit un tableau, que ce soit un bijou, comme tu viens de le dire, on n'achète pas qu'un bijou ou qu'un objet, c'est pas que de la décoration, il y a une intention, et c'est un morceau de l'esprit de l'artiste que vous avez. Parce que le créateur ou la créatrice, il met un bout de son âme, de la bienveillance évidemment, par rapport à cela, et quand on prend, on ressent, c'est de l'amour à l'état pur. Rien que pour, je crois que c'est Alan Duke qui est alchimiste, qui avait écrit dans son livre tous les végans auront beau me faire tous les discours du monde. Moi, je sais que ma grand-mère, lorsque j'allais la voir, on partait le matin, elle mettait sa cuisinière en route au feu de bois, et pour le dîner du soir, toute la journée, ça mijotait. Donc, plus cuit que ça, tu meurs. Donc, ça veut dire que tous les oligo-éléments, enfin, il y avait rien, quoi. Et il a été nourri à ça toute sa vie, toute sa jeunesse, et c'est un gars qui est costaud comme ça. Et vraiment, il est en très très bonne santé, Alan Duke. Donc, il répond à toutes ces personnes qui parlent de nutrition, qui parlent de que la cuisson tue tous les oligo-éléments, etc. Eh bien, il a trouvé, parce qu'il s'y est intéressé, il a juste, lui, trouvé sa réponse. Je ne sais pas si c'est la réponse, la vérité. En tout cas, ce qu'il en a ressorti comme quintessence, c'est de dire, elle y mettait tout son amour, ma grand-mère. Et c'est ça que je mangeais. Et cet amour que j'ai mangé était 10 fois mieux que tous les oligo-éléments du crudivorisme, de l'alimentation vivante que j'aurais pu en manger. Voilà pourquoi je suis encore en bonne santé, en ayant mangé que des choses ultra cuites, plus que... Voilà, donc si c'était de la viande ou quoi que ce soit, l'animal était mort 10 fois. Hein. Donc, je fais ce parallèle avec les bijoux, où finalement, cet amour, cette passion qui est transmise, c'est des heures et des heures de travail, c'est des heures de passion en conscience que les créateurs et créatrices mettent dans leur création et dont vous bénéficiez. Et ça peut vous faire que du bien, tout comme la nourriture faite avec amour, dont a été nourri Alan Duke, l'a amené à l'homme extraordinaire qu'il est aujourd'hui. Voilà, sans aucun problème de santé et aucune carence. Donc, moi, je fais ce lien-là. L'amour des choses bien faites. Au-delà, quand l'objet en plus est magnifique, quand je vois ton collier, bah, c'est juste du bonheur. Je suis contente. C'est fabuleux. C'est vrai. Et j'en parle parce que c'est vrai que et c'est bien que tu le dises aussi qu'il y a des heures et des heures de travail. Quand j'ai regardé ce collier en détail et que j'ai vu la finesse de l'enchaînement des perles, quand je regarde un tableau, quand je regarde un dessin, quand j'écoute une musique et que je prends le temps vraiment au-delà de la performance ou de ce que ça vient, comment dire, toucher en moi, si je me concentre sur l'aspect technique et que je vois aussi tout ce travail, mais ça aussi c'est touchant en soi de savoir qu'une personne
personne, finalement, consacre autant de temps de sa vie à produire quelque chose pour le plaisir des yeux ou de l'oreille de quelqu'un d'autre. C'est très beau tout ça. Il y a un esprit, Oui, il y a un esprit, il y a un aura dans l'objet qui peut paraître inerte, mais qui est totalement vivant. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. c'est ça. Il y a de la vivacité. Et toi, est-ce qu'il y a une œuvre qui te touche particulièrement, que ce soit une œuvre musicale, peinte, qu'est-ce qui te touche Alors, aujourd'hui? ce qui me touche, ce sont les tableaux. Les tableaux, j'adore. Tu m'en as offert un qui était magnifique, qui est accroché dans mon bureau et que je regarde en permanence. Une œuvre, si tu veux, une peinture. Ce qu'il y a de particulier dans la peinture, et moi, ce qui arrive à me subjuguer et m'émerveiller, je peux comprendre que les musées se remplissent et ne désemplissent pas. Je comprends pourquoi une personne, pendant des heures, lorsque j'étais enfant, je comprenais pas l'art, vraiment, parce que j'avais d'autres préoccupations, comme plein de gamins. J'étais pas sensible à ça. Et aujourd'hui, quand j'observe un tableau, c'est un mouvement qui est figé. Et pourtant, même si le mouvement est figé, tu sens le mouvement. Quand tu as quelqu'un qui est en train de lancer une pierre comme ça et qui est peint de cette manière-là, tu sais qu'il y a le mouvement d'avant, le mouvement d'après. C'est comme un microfilm qui tourne en boucle, et pourtant, malgré cette figitude, j'oserais dire, hein, j'invente le mot, je sais pas le dire autrement, il y a du mouvement. Et c'est ce qui rend vivant un tableau. Et le génie du peintre, à l'intérieur, c'est d'insuffler ce mouvement et cette vie dans quelque chose de totalement immobile. Le mouvement dans l'immobilité. Voilà. La dynamique dans quelque chose de totalement stoïque. Le vivant dans quelque chose qui paraît morne et mort. Quand on voit encore plus loin, si tu regardes la photographie qui n'a pas réussi à supplanter la peinture, la photographie et le cinéma sont vachement proches, puisque c'est juste une succession de photographies à très haute vitesse qui, en fait, font illusion et se fient d'une caractéristique qui est la persistance rétinienne, 24 images par seconde, voilà, 24 pellicules, 24 photos par seconde qui sont diffusées et qui permettent d'avoir ce mouvement. Bah, tu t'aperçois que la peinture, donc on remonte vraiment à l'origine, hein, n'a même pas besoin d'avoir 24 tableaux par seconde pour que tu puisses percevoir le mouvement. C'est toute la force, la puissance et la magie de la peinture. C'est dans l'instant figé, ce mouvement et ce film et cette histoire qu'elle raconte sur une image, sur une peinture, sur une œuvre. C'est toute la puissance extraordinaire d'une œuvre. Raconter une histoire, tout un film, tout en restant figé, tout en donnant l'illusion du mouvement qui n'est pas qu'illusoire, qui est vraiment là. Le peintre a pris un instant T, comme le photographe a cliqué sur l'appareil photo à un instant T. Donc, la peinture est magique. Et elle n'est pas magique pour rien. C'est parce que c'est une fenêtre au-delà des apparences, parce que la suggestion est plus puissante que ce qui est montré. Et c'est intéressant parce que le tableau a divers degrés. Lorsque tu regardes un tableau, pourquoi le tableau de la vie pour moi est important, et un tableau d'art est très très important, c'est que quelquefois, Internet peut montrer le meilleur comme le pire de l'humanité. On a accès à tout aujourd'hui. Donc dès qu'il y a un problème quelque part, une guerre ou quoi que ce soit, on a des images qui sont non censurées souvent. Voilà. Selon les plateformes évidemment. Par exemple, j'avais vu une caméra de surveillance qui avait été placée par un forestier, et on voit un ours en train de s'attaquer à une vache qui était sortie du lot. Et un ours ne sait pas, en fait, tuer, comme un lion ou quoi que ce soit, égorger sa proie avant de la dépecer et de la consommer. Quand tu vois un ours qui est une force brute, donc un grizzly, pour le coup, la vache était à moitié ouvert les tripes à l'air, elle était encore en vie, souffrait, beuglait, que l'ours ne savait pas comment la tuer, il la voyait bouger, ça l'énervait, il tapait dessus, il savait que taper. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a marqué. Pendant des semaines, ça m'a troublé et je trouvais ça horrible. Ça m'a mis dans un état vraiment où j'étais vraiment écœuré de tout. La vie me paraissait encore plus absurde que d'habitude et je me disais, non, plutôt je pars d'ici, de cette planète, je veux pas voir toute cette horreur. Et je m'étais confié à Pascal Boucher, qui est alchimiste, il me dit, mais
c'est parce que tu regardes les choses dans le détail. Et si tu regardes même au niveau des insectes, quand tu vois deux colonies concurrentes de fourmis s'opposer, c'est encore pire. Quand tu regardes au niveau microscopique, enfin même pas microscopique, mais si tu avais une caméra qui est capable de filmer ce petit monde-là, tu verrais les décapitations multiples qu'il y a, le champ de bataille, mais c'est d'une violence inouïe quand les fourmis se battent. Elle me dit c'est encore pire que ton histoire d'ours avec cette vache. Et il faut pas regarder dans le détail. Et là, ma tête a fait un lien, a fait un switch avec les tableaux. Parce qu'un tableau, de loin, il est magnifique. Et quand tu regardes de près, de trop près, tu vois tous les coups de pinceau, qui sont vraiment disgracieux souvent. Et tu te demandes comment, dans cet aspect rapproché, qu'on prend pas la vue d'ensemble du tableau, comment une œuvre peut être aussi belle en ayant des coups de pinceau aussi grossiers, aussi imprécis. Eh bien, la planète Terre est pareil. Quand tu regardes un champ de bataille entre des insectes qui se battent avec une violence inouïe, quand tu regardes un peu plus loin un ours qui s'en prend une vache, qui est une proie pour lui, hein, c'est normal, hein, c'est mère nature. On peut pas être contre la nature, parce qu'être contre la nature, c'est être contre soi-même. On est issu de la nature, donc on peut pas être contre ça. T'es obligé de l'accepter. Et puis quand tu regardes, de l'espace, tu vois une bille bleue, et cette planète est magnifique, semblable à un tableau. Donc de la même manière qu'un tableau, en parallèle, faut pas regarder de trop près, parce que tu vois tous les détails, tu ne regardes que les défauts, et c'est toute cette imperfectitude multiple dans un tableau qui donne toute cette magnificence quand tu regardes de loin. La vie est semblable. Si on regarde les choses dans le détail, si on regarde chaque instant de notre vie, on peut être dégoûté et se dire « j'ai pas envie de continuer comme ça ». Je demande à ne pas revenir, je ne veux surtout pas me réincarner. Combien de gens que j'ai entendu me dire ça? J'ai demandé, moi, en tout cas, je prie de tout mon cœur pour ne pas revenir sur cette terre. Faites ce parallèle avec le tableau. Alors, il faut plus de tableau du tout, parce que si on regarde dans les détails, le tableau est pas beau. Les coups de pinceau sont affreux, vraiment. Hein. Si on regarde dans le détail, c'est vraiment pas beau. Il y a que de loin que toute la magnificence, la beauté d'un tableau, toute son expression artistique prend son sens. Donc, il faut regarder les choses dans l'ensemble. Cette nature qui peut être violente, qui peut être impitoyable par moments, fait partie d'un tout qui est juste merveilleux. Cette imperfection est nécessaire à la perfection globale. Voilà. Donc, il faut voir les choses de cette manière-là. Et là, on change de mindset et on bascule sur une pensée qui se dit, oui, faut pas regarder les choses dans le détail. Mais c'est valable aussi dans la vie. Quand vous connaissez les gens, ne cherchez pas à les connaître trop profondément, parce que dès que vous grattez le vernis, il y aura forcément quelque chose qui ne vous plaira pas, et qui, selon vos standards, non, mais j'aime pas cette personne, je la croyais bien, mais finalement... Et vous vous empêchez de vivre des expériences et des partages qui sont enrichissants avec d'autres personnes par trop de jugement, par regarder dans le surdétail. Regardez l'ensemble d'un tableau à une distance raisonnable, pour que vous puissiez en apprécier toute la beauté, pour vous émerveiller de tout cela. Et voilà le conseil que je ferai, le parallèle que j'ai entre le regard que j'ai sur la vie et le regard que j'ai d'un tableau. Un tableau, ça se regarde pas de près, tout comme la vie, on la regarde pas trop dans le détail. Et donc, l'émerveillement du cœur et du regard, parce que un tableau qui vous émerveille, c'est déjà un soin. En soi, c'est un soin. L'émerveillement vous apaise. Vous fait baisser la tension, la fréquence cardiaque. Je suis dedans, hein, donc je peux vous dire que je sais de quoi je parle. C'est juste magnifique. Voilà, donc l'art, pour moi, apaise. L'art guérit. Pour ça qu'on parle d'art-thérapie aussi. Didier vous conseille de ne pas aller dans le détail. Moi, je vais vous conseiller d'écouter une deuxième fois cette interview parce qu'il y a tellement de choses très riches qui ont été partagées. Oh, c'est magnifique, Didier. Merci. Et bien sûr, Didier a sa propre chaîne. Donc, je vous encourage à aller voir toutes les vidéos qui s'y trouvent déjà. Vous avez tous les liens dans le descriptif de cette vidéo, y compris le lien pour le soutenir dans ces moments difficiles. Hein. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Voilà. On doit se soutenir les uns les autres. C'est normal. En fait, la spiritualité, tu vois, il faut qu'elle s'applique. Si on fait du blabla, si on fait de la théorie, eh bien, ça reste joli, mais voilà, il faut l'intégrer, il faut vraiment mettre en application. Donc, ce partage, c'est le moment de s'y mettre. Voilà. Alors, je me permets juste d'intervenir, si tu me le permets, Sandrine. Juste, là, tu parles d'application, de la spiritualité, et j'aimerais remercier 2 personnes, parce que pendant ma convalescence, et je pense que par la suite, ça va continuer, même si
je vais revenir, je l'ai dit encore différemment. J'aimerais quand même particulièrement remercier Sophie Vitali qui a pris le relais et qui aujourd'hui fait des émissions pour maintenir en vie la communauté de Curious Anima. Et vraiment, écoute, je vais pas, j'ai pas envie de verser, mais ça me touche vraiment. Ce qu'elle fait vraiment, le fait qu'elle maintienne comme ça, qu'elle ait accepté, elle le fait avec brio, elle fait des émissions formidables, elle invite des gens, tout comme toi, tout comme Philippe, voilà, et c'est juste, elle a appliqué ce qu'elle est. C'est une femme vraiment avec un cœur immense. Vraiment immense, 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 immense. Elle a un grand cœur comme toi, en fait, Sandrine. Et elle donne. Elle donne concrètement. Et aussi, Éric Bachelard, qui de la même manière fait, qui ont répondu présent. J'ai lancé un appel et puis tout de suite, ces deux personnes ont accepté d'animer en mon absence en attendant que je revienne et puis pour me soutenir parce que même quand je reviendrai, ma convalescence risque d'être un peu longue, mais ça permettra d'avoir quand même des émissions. Donc je voulais juste te dire que, pour le coup, tu fais bien de le dire, ce sont des personnes, c'est pas du blabla comme tu dis, elles agissent. C'est important de le dire pour moi, de le signaler. Oui, c'est important de remercier les gens, c'est vrai, de pouvoir apprécier ce que l'on reçoit. Et au niveau de tes actualités, alors donc tu es en convalescence, d'autres prennent le relais, on l'a bien entendu. Et au niveau de ton magasin, alors qu'est-ce qui se passe, Didier? Alors le magasin physique, la boutique elle-même ferme ses portes. On garde le magasin pour tout ce qui est le stock, etc. Le magasin en ligne Curious Apprentice se poursuit exclusivement en ligne. Alors pourquoi? Parce que déjà, je suis plus là et ça manque. On est que 3 dans l'équipe, c'est pas énorme. Ce qui me fait, c'est qu'on peut pas être au four et au moulin. Quand on a des personnes qui sont dans la boutique, il faut les conseiller, il faut les accompagner. Et pendant ce temps, on n'est pas à l'arrière. Il y a énormément de travail à faire. Je précise, 3600 articles. C'est quand même assez énorme. Donc, on va réduire la voilure. Tu vois, tu parlais de création de bijoux. Maintenant, ce que fait Christine, c'est qu'elle crée ses propres pendules avec une intention. Christelle aussi, de la même manière, elle fait ses bracelets avec des pierres spécifiques en fonction de la date de naissance des personnes et tout. Donc on va plus s'axer sur la création et quelque chose de très personnalisé pour avoir une expérience unique, d'aider les personnes avec des bijoux et des créations qui auront l'intention, via la lithothérapie, via la science des pierres, de pouvoir aider les gens, de pouvoir booster leur mode de confiance ou autre, ou quelquefois ça peut être aussi la fertilité, le magnétisme, l'amour, l'attirance, plein de choses comme ça. Donc il y a tout ce programme-là qui est en train de se mettre en route. Avec Sophie Vitali, en ce qui me concerne, moi, il va y avoir une tournée en France en 2026 qui va s'opérer, ça va être du speed dating. Et speed dating, ça va être des rencontres spirituelles. Alors, on va pas être là pour former les couples, mais surtout pour mettre en avant qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est bien d'aller voir un médium, d'aller voir des voyants et dire quand est-ce que je rencontrerai quelqu'un. Mais quand on pose la question derrière et qu'on gratte, qu'est-ce qui se passe? Ça fait combien de temps que tu es toute seule? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est forcément les autres ou il y a quelque chose en toi qui rejette? Est-ce qu'il y a un saboteur? Est-ce qu'il y a tellement de choses à voir? Donc, on va essayer, en tout cas, dans nos conférences et ensuite dans nos ateliers, d'essayer de focaliser pour faire en sorte de voir ce qui dysfonctionne. Et peut-être que là, cette aventure-là, en ayant ces connaissances-là, de son propre fonctionnement, et surtout ce que l'on reflète, parce qu'on n'est pas conscient de l'image qu'on projette envers les autres, eh bien, c'est de se dire, voilà comme les gens vous voient. Et souvent, ils sont surpris de dire, mais je pensais pas qu'ils me voyaient comme ça. On fera ça pour 2026, voilà. Et puis moi, je fais aussi des consultations, mais plus dans la connaissance de soi. Bien que je puisse faire de la cartomancie, de la voyance ou autre, mais je suis plus dans la connaissance via la numérologie et l'astrologie. Je ne fais pas de la numérologie, de thème numérologique, je ne fais pas de thème astrologique. Je fais surtout, c'est un support qui me donne quelques indications par rapport aux signes, par rapport au chemin de vie ou autre, et de donner l'orientation, de dire, je donne un exemple tout bête, mais une personne qui m'a consulté voulait à tout prix diriger, monter sa boîte. En fait, cette personne, à chaque fois qu'elle montait une boîte, qu'elle montait quelque chose, ça coulait. Et en fait, c'est inscrit dans son thème numérologique. Elle est condamnée à échouer ce qu'elle crée. Mais en fait, elle est faite pour diriger au-delà, elle est faite pour créer une franchise. C'est-à-dire qu'elle crée un bébé,
d'accord? Et elle doit confier quelqu'un pour diriger ce bébé afin d'ouvrir le même type de magasin, mais ailleurs, donc une franchise. Et donc de voir les choses dans son ensemble, parce que elle a un affect qui est tel que même quand une affaire est en train de couler, plutôt que de fermer au bon moment, elle endette l'entreprise, parce qu'elle a un affect voilà, de bonne maman qui est un peu trop attachée à son bébé, et elle n'est pas faite pour ça. Donc quand elle a su ça, bah, je sais que maintenant, j'ai eu quelques nouvelles, elle a créé une franchise, et ça fonctionne. Ça fonctionne mieux alors qu'avant elle échouait. Donc il ne faut pas, là encore on est dans le détail, hein, tu vois le tableau, la vie, plutôt que de regarder trop dans le détail, ben, regarde les choses de son ensemble, mais c'est délégué. Elle a dû travailler sur elle pour éviter son côté trop contrôlant, par exemple. Ça c'est un cas de figure. Mais j'apprends les gens à mieux se connaître eux-mêmes, à connaître leurs forces et leurs faiblesses, pour leur permettre de vraiment mieux avancer dans la vie, d'optimiser la façon dont ils vont s'épanouir. C'est le but, c'est mon but. Parce que savoir si je vais rencontrer quelqu'un, oui, on finira tous par rencontrer quelqu'un. Mais est-ce que ça va durer? Merci Didier, tu nous as vraiment partagé plein de choses sur plein de sujets, finalement, ce qu'on retrouve sur ta chaîne aussi, hein, plein de sujets. Donc merci infiniment pour ta présence, pour tout ce temps précieux que tu viens de nous offrir. Merci infiniment à toi, merci pour tes questions, merci pour ta bienveillance, merci pour l'écoute que tu as, parce que je crois qu'aussi c'est ça. Merci pour cette qualité d'écoute que tu as. Merci à tous pour avoir suivi cette émission. Retrouvez tous les liens qui concernent Didier dans le descriptif de cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous le 26, donc pour un atelier de non-dualité. Le lien est également dans le descriptif. Et puis le 12 pour un atelier de peinture intuitive. Je vous souhaite une très belle soirée et à très vite dans la prochaine vidéo.